Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré et dédié au décryptage des faits majeurs de la semaine écoulée. Les confrères invités ce soir, Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Lenaïk Agbazaou, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Avec nous également en plateau, Pascal Ansema-Guéoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Pascal Ansema-Guéoundé, bonsoir. Bonsoir Lenaïk Agbazaou, bonsoir chers confrères et bonsoir aux téléspectateurs. Merci également d'avoir répondu présent. Un plaisir. Acte 1 de cette émission, la revue de presse hebdomadaire, c'est avec Marcel Arrossi. Retour de la nouvelle tribune dans les kiosques, soulagement et même réjouissance pour certains qui attendaient depuis des mois cette tribune d'expression qui manque, mais aussi amertume et chagrin pour d'autres qui voient un concurrent, mais aussi un canard dérangeant et embêtant. Nous sommes dans l'éditorial de la Nouvelle Tribune du lundi 4 juillet. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, votre journal revient en force paré de nouvelles options avec le désir chevillé d'informer avec plus d'objectivité et en toute indépendance. Hommage à ce monsieur qui est resté égal à lui-même, la Nouvelle Tribune de la liberté, pour paraphraser quelqu'un. La TNT au Bénin, mythe ou réalité? C'est une interrogation du quotidien Gaskiani Info qui a lui-même recherché sa réponse dans le passage de Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation sur les antennes de l'ORTB récemment. Entre autres, voici ce qu'a pu servir le journal aux Béninois qui commence par s'impatienter. La TNT, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis en place des infrastructures. Il y a déjà un taux de couverture de plus de 95%. C'est un élément primordial à dire parce que beaucoup de pays ont fait des sites pilotes, ce qui a fait que vous avez la TNT pour des zones privilégiées et le reste du pays ne l'a pas. Au Bénin, ça ne sera pas le cas, puisque la TNT sera disponible pour tout le monde, a assuré Aurélie Adamsoulé Zoumarou, des propos transcrits et relayés par Gaskiani Info. Dernier sommet de la CEDEAO, le Bénin doublement honoré. Le premier fait, vous le savez peut-être déjà, la nomination de Boni Yahi pour la médiation en Guinée. L'autre fait, qui peut faire bomber le torse au Bénin et renforcer chez tout Béninois et pris de patriotisme le sentiment d'appartenance au pays est, selon le matinal, la nomination du président Patrice Talon comme champion de la CEDEAO pour le retour des biens culturels en Afrique de l'Ouest. Une consécration qui sonne comme un réconfort moral et un encouragement à mieux faire pour le chantre du nouveau départ. Le matinal. À ce même sommet, le Mali soulagé, le Burkina sur le fil, purgatoire pour la Guinée. Le énième Accra qui n'était rien d'autre que le 61e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais n'en était pas moins un tournant décisif pour le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, trois pays dirigés par des colonels putschistes, et sera surtout le début du repos du guerrier pour le Ghanéen Nana Akufo-Addo qui refile la patate chaude de la présidence tournante de l'organisation sous-régionale à Umaru Sissoko Embalo, selon les décisions publiées par Wakat Sira, le confrère burkinabé. C'est acté. Nous avons décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali, a déclaré à l'AFP, relayé par TV5 Monde, un participant au sommet de la CEDEAO sous couvert de l'anonymat. C'est bien acté, a confirmé un autre responsable de la CEDEAO, selon TV5. Mais les chefs d'État ont précisé que conformément à la charte, les militaires de la junte ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, a-t-il ajouté. Concernant le Burkina Faso, la CEDEAO a décidé de lever la menace de sanctions qui pesait sur le pays depuis mars dernier. Des sanctions avaient été adoptées mais jamais appliquées. Selon RFI, l'organisation régionale tient compte du rapport du médiateur, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a fait état de deux avancées importantes. Les 2 ans de transition que proposent les autorités burkinabées au lieu des 3 ans initialement annoncés, soit un retour des civils au pouvoir le 1er juillet 2024. La liberté de mouvement accordée à l'ex-président Roch Marc Christian Kabouré. Comme le Mali, le Burkina Faso reste néanmoins suspendu des instances de l'organisation ouest-africaine. La Guinée, elle, bien qu'ayant récusé Mohamed Chambas comme facilitateur de la CEDEAO, peut encore jouir de l'indulgence des têtes couronnées de l'institution. Mais le prédécesseur de Patrice Talon connaîtra-t-il plus de réussite sur les monts du Fouta Djallon avec des militaires qui mettent peu d'empressement à quitter les salons feutrés de la présidence? Wakat Sira pose la grosse question. Mais pour le confrère burkinabé, il faut l'espérer
pour une Guinée qui fait constamment face à des crises sociopolitiques dont la plupart du temps, les coups d'État constituent l'issue. La Guinée se trouve donc comme prise dans un sas qui s'ouvrira soit sur l'enfer, soit sur le paradis. Et ça, chez les catholiques, on l'appelle le purgatoire. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le matinal. Paul Humpé, de plus en plus absent de la scène politique, stratégie politique ou résignation, point d'interrogation. La Croix du Bénin, réalisation des projets du PAG2, alibi ou situation atténuante. La Nouvelle Tribune, crise politique au Bénin, justice et réconciliation font-elles bon ménage? Info Matin. Pour un meilleur accès à la carte d'identité biométrique, nécessité de revoir le coût à la baisse. L'autre quotidien, contrôle de la vie chère, le gouvernement met en garde contre les faux contrôleurs. Diakpata, élection législative de janvier 2023, un test grandeur nature pour les partis en lice. Le Télégramme, saisie des biens de l'homme d'affaires à Diavon, le ministre Séverin Quenom dénonce le bruit des médias. Le Grand Regard, baisse des frais de raccordement à la SBEE, un boulevard ouvert à la baisse de tension et aux coupures, point d'interrogation. Vif d'Afrique, baisse des coûts de branchement au réseau électrique, vigilance, les nids de corruption à éviter. La Primeur, Blaise Compaoré au Burkina Faso, environ 8 ans après, le retour controversé d'un condamné à vie. Intéressons-nous à présent à ce qui a constitué l'actualité au Bénin ces 7 derniers jours. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Gabin Goubiyi, plus d'établissement de carte nationale d'identité en République du Bénin. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres. Alors, place définitivement donc à la carte biométrique désormais. Eh bien, vous le dites si bien. Moi, je m'y attendais d'une manière ou d'une autre. Après le vote de la loi portant identification des personnes physiques, où une mission a été confiée et le gouvernement a diligenté une opération de recensement général des populations. On avait nommé en temps recensement administratif à vocation d'identification de la population, une opération qui a duré du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et qui a permis d'enrôler quand même les citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Et avec la création de l'ANIP, la loi qui a créé l'ANIP, il a été dévolu à cet organe, à cette agence-là, la mission d'établir désormais les actes de naissance sécurisés, les certificats d'identification personnelle, mais aussi la carte d'identité biométrique qui allait répondre d'une manière ou d'une autre aux normes internationales. Donc, il était de bon ton, c'était dans la droite ligne de ces réformes sur l'identification des personnes physiques. On devait s'attendre légitimement à ce que désormais il soit confié à l'ANIP la mission d'établir des cartes d'identité biométriques. Mais entre la décision qui devrait être prise, c'est-à-dire le fait des cartes que nous utilisons ordinairement, les cartes jaunes aux cartes biométriques, il faut bien une préparation. Donc le gouvernement a attendu le temps que l'ANIP soit dotée de moyens suffisants pour pouvoir procéder à l'établissement de ces cartes-là. Et je pense que le timing a permis d'appréhender réellement si l'ANIP était en mesure de gérer le flux. Parce que justement, avec cette décision, vous imaginez le flux de demandeurs qu'il y aura à l'ANIP. Certains ont déjà fait la carte. Il y a eu une phase expérimentale où les premiers bénéficiaires étaient ceux qui devraient bénéficier du projet H, identifiés comme étant les pauvres extrêmes. Donc désormais, certains citoyens ont également fait cette expérience-là. Donc l'ANIP doit s'attendre désormais à ce qu'il y ait ce flux-là. Et avec les équipements qui ont été acquis, avec tout le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, il a été dit dans le Conseil des ministres que l'ANIP a les moyens véritablement de gérer de façon efficiente quand même l'établissement de ces cartes d'identité biométrique qui répondent désormais aux normes internationales. Alors, Pascal Anselme Agueoundé, comme il évoquait, le gouvernement béninois entend donc ainsi se conformer aux standards internationaux en la matière. Voilà, tout à fait. Et lorsque vous regardez la carte dans la forme déjà, vous sentez que c'est une carte plus esthétique, une carte slim, je pense dotée d'une technologie, d'une puce
et qui permet quand même d'identifier chaque personne, d'avoir des données biométriques sur chaque personne. C'est ce qui a souhaité, puisque nous sommes dans une ère totalement numérique et nous sommes dans une révolution technologique. Et je pense que le gouvernement est entré d'entrer dans la droite ligne de ses prévisions, de ses rêves, de ses ambitions pour le Bénin, une carte ECOWAS qui nous permet de circuler un peu partout. D'ailleurs, le décret qui réglemente un peu les conditions de mise en vigueur de cette carte-là parle un peu des bénéfices, des avantages de cette carte-là. C'est une carte multifonctionnelle, dit-on, et que souhaiter que de voir cette carte en vigueur actuellement. Alors, il faut déjà faire remarquer que nous entrons maintenant dans une transition, une période où les deux cartes vont coexister, le temps que la carte jaune disparaisse petit à petit, ce dont cette carte est encore en validité, bien sûr. Et bientôt, on n'en entendra plus parler, on ne verra plus de carte jaune. Place désormais à la nouvelle carte SLIM, la carte biométrique. J'espère, de ferme espérance, que l'ANIP a désormais les moyens de satisfaire toutes les demandes, et ce, de façon très rapide. Parce que, comme l'a dit M. Goubiyi, la demande certainement va exploser, et toutes les personnes qui voient leur carte expirer au jour le jour vont faire des demandes, et le gouvernement, dans le Conseil des ministres, le communiqué du Conseil des ministres, a précisé que l'ANIP est capable de satisfaire la demande en une semaine désormais. On espère que ce sera véritablement comme ça. Et quand on s'appesantit un peu également sur le décret, et le décret que j'ai évoqué tantôt, et ce décret précise également que l'ANIP dispose d'un centre de personnalisation et de production de la carte, où peut commander à des prestataires qui sont agréés et selon les conditions fixées par la loi. Donc je pense que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de discontinuité par rapport à la production. Vous savez, même par rapport à l'ancienne carte, il est arrivé un moment où on dit qu'il y a des entrants qui manquaient, il fallait attendre que les entrants arrivent d'abord. J'espère que tout ça là, ça va vraiment être pris en compte pour que la production soit lancée sans discontinuité, et que les Béninois soient fiers de retrouver une carte plus avantageuse pour eux. Goubiyi l'a évoqué tantôt également, c'est une expérience que ceux qui participent, ceux qui contribuent et qui profitent d'ailleurs du projet H, une expérience qu'ils vivent déjà, parce que les extrêmes pauvres, pour la plupart, ceux-là pour qui cette carte a été subventionnée, et il y a plein de citoyens même qui l'ont eu. Moi, voilà, il y en a plein qui l'ont eu déjà et qui jouissent déjà de la carte. Donc, on va espérer que tout le monde entre dans cette dynamique-là, que les gens commencent déjà à se faire délivrer leur acte de naissance sécurisé, leur carte, leur certificat d'identification personnelle, parce que c'est toutes ces pièces-là qui vont contribuer maintenant à la délivrance, à l'établissement de la carte nationale d'identité biométrique. Une préoccupation qui est récurrente, l'établissement de la carte biométrique est facturé à 6 000 francs CFA. Certains citoyens plaident pour une réduction du coût. Absolument. Vous savez, ce n'est pas une blague de mauvais goût. Il y a plein de nos compatriotes qui n'ont pas les moyens de se faire établir ces pièces-là. Et vous suivez de temps en temps, à l'approche même des examens, des candidats au CEP dont les parents n'ont pas les moyens de payer même les frais exigés par l'État pour postuler à ces examens-là. Donc c'est des faits patents, et ce que nous disons là, ce n'est pas, il faut pas aller dans ce qu'on appelle Bénin profond pour aller découvrir. Même à Cotonou, ici, ou dans les zones environnantes, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'établir ces pièces-là. 6 000 francs aujourd'hui pour faire une carte, pour établir une carte biométrique, c'est une fortune pour certaines familles, certains citoyens. Donc si le gouvernement peut voir ce qu'il y a à faire de ce côté-là, pour les pauvres extrêmes qui ont été identifiés dans le cadre du projet H, c'est le gouvernement qui a pris en charge tous les frais d'établissement. Je pense que, sans douter de la crédibilité ou de la transparence de cette opération-là, il y a certainement aujourd'hui, avec la cherté de la vie, avec la morosité de la vie, il y a d'autres familles certainement qui ont vu leur pouvoir d'achat totalement affaibli et qui n'ont peut-être pas les moyens de payer 6 000 francs. Encore que c'est avec les nouvelles technologies il faut le faire. Je me demande si nos populations sont suffisamment instruites pour pouvoir postuler, faire les demandes d'établissement de la carte en ligne. On peut se faire établir la carte de façon physique, comme en ligne. Il faut aussi une technologie de pointage. C'est vrai, c'est une migration de l'analogique, de l'établissement manuel vers le numérique, mais il faut tout un dispositif pour ça. Il faut que les populations s'apprêtent. Et le cas que vous posez concernant véritablement les moyens,
C'est important, déjà qu'avec la carte jaune qui est établie avec un peu moins de 5 000 francs, il y a beaucoup qui n'ont pas cette fameuse pièce-là. Des gens préfèrent exhiber partout, ils vont peut-être des permis de conduire qui se sont fait établir par des parents ou par beaucoup de gymnasies, ou même des cartes, des actes de naissance sécurisés. Ils n'ont que ça comme pièce pour prouver leur identité aujourd'hui. Donc c'est un problème réel. Je pense que si le gouvernement, qu'on connaît un peu pour son regard dans le social, peut faire quelque chose sur ce plan pour soulager ces populations-là, ce serait une très bonne chose. Alors, on espère que le gouvernement va mettre les moyens ou essayer de développer ou de faire appliquer une certaine politique afin que cette carte soit plus accessible. Oui, c'est notre espérance, notre souhait. Et comme l'a dit M. Goubi, cette carte est peut-être accessible pour certaines personnes. 6 000 francs, c'est peut-être rien pour certaines personnes. Mais il y a des personnes qui sont plus proches de nous. On les pense loin, mais plus proches de nous, qui ne peuvent pas s'offrir cette carte-là aussi facilement. Et je veux avoir bonne foi en ce que le gouvernement fait déjà en termes de subventions. Je pense que c'est déjà dans ce sens que le gouvernement même anticipe et fait des subventions pour accompagner les extrêmes pauvres et accompagner ces personnes-là qui ne peuvent vraiment pas s'offrir cette carte, alors même que cette carte, ça c'est le but, c'est vraiment la sécurité des données et c'est surtout quand même pouvoir maîtriser un peu l'identification des personnes et tout. On va parler à présent politique, je reste avec vous. L'ancien chef d'État Boni Yayi a été désigné comme médiateur en Guinée lors du 61e sommet de la CEDEAO tenu à Accra, au Ghana. Sa mission, c'est de concilier les différentes parties et d'aider la junte militaire au pouvoir à organiser des élections libres, transparentes. Alors, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui a pu militer en sa faveur pour qu'il soit désigné? Déjà, il est désigné par qui? Il est désigné par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, dont fait partie naturellement son président, Patrice Talon. Et je pense qu'il a eu le soutien de son président pour cette mission-là, cette noble mission qu'on lui confie. C'est un honneur pour le Bénin déjà, pour le président Boni Yayi lui-même, mais pour le Bénin entier, qu'on lui fasse confiance dans cette crise qui devient un peu sensible. Vous savez, son prédécesseur n'a pas été, je dirais, plébiscité par toutes les parties en opposition. On réclame quelqu'un qui fasse un peu unanimité et dès que la désignation de Boni Yayi est intervenue, on sent que les partis politiques sont un peu plus prêts à prendre langue, à s'asseoir autour de la table et à discuter de façon franche. Ça, c'est déjà un signe. C'est à Boni Yayi maintenant de s'employer à remplir cette mission-là et à faire honneur au Bénin surtout. C'est un homme d'expérience. Il a été président de l'Union africaine entre 2012 et 2013. Il a été président au Bénin pendant 10 ans. C'est quelqu'un qui est habitué aux crises. Il sait gérer des crises. On le connaît également pour son tact et son savoir-faire, parfois son humilité qui parfois exacerbait. Mais on sait quand même qu'il sait contenir un peu les humeurs et qu'il saura comment s'adresser aux différents partis politiques en présence pour que très tôt on ait un chronogramme satisfaisant pour la transition. Je ne vous l'apprends pas. Le Conseil national de transition a validé une transition de 36 mois, 3 ans, que la CEDEAO a jugé assez longue. Et le défi, il va falloir abréger la durée. Voilà, le défi, c'est vraiment d'abréger la durée de transition très vite pour que les civils retournent au pouvoir, pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Alors, à votre avis, quelles sont les chances de réussite de cette mission pour Boni Yayi? Les chances de réussite de la mission de Boni Yayi sont intactes. Vous savez, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État qui a été nommé à cette fonction, qui a été commis pour cette mission-là, est suffisamment outillé pour pouvoir réussir la mission. Outillé parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience déjà au niveau sous-régional. Il a un carnet d'adresses. Anselme a tout fait de le rappeler. Quelqu'un qui a été président de l'Union africaine pendant au moins une année, et qui est crédité, on dit que c'est l'une des mandatures les plus actives de l'organisation continentale. Donc ça, ce n'est pas rien. Et Boni Yayi a conduit plusieurs missions de la CEDEAO lors des élections au Sénégal ainsi qu'au Mali. Donc, toute cette expérience capitalisée pour l'ancien chef de l'État constitue forcément quelque chose d'important qui pourra mettre en valeur dans le cadre de cette médiation, de cette mission qui vient de lui être confiée. Donc il saura, avec son esprit de management, la diplomatie qu'il a toujours déployée
à la tête du pays comme au sein du continent, il saura mettre tout ça en œuvre pour pouvoir obtenir de la junte au pouvoir ainsi que des différentes parties protagonistes, tous ceux qui ont intérêt à ce que l'ordre revienne à la tête de cet État-là. Boni Yayi saura quand même tisser les choses pour obtenir au niveau de ceux qui, des actuels hommes forts au pouvoir, un délai quand même plus raisonnable pour qu'il y ait la transition. Donc Boni Yayi, comme on est fin négociateur, quelqu'un qui sait quand même faire preuve de diplomatie pour obtenir ce qu'il veut avec l'expérience qu'il a eue déjà à la BOAD, à la tête du Bénin et au sein des instances, des organisations sous-régionales et continentales. Je pense que tout ça constitue forcément des capacités qui sera déployées au profit de cette mission qui vient de lui être confiée. Boni Yayi, désormais occupé à l'extérieur, alors même qu'on est à 6 mois des élections législatives, pourra-t-il encore occuper politiquement le terrain à l'interne? Boni Yayi a déjà 70 ans. Boni Yayi, même si on lui prête des ambitions, moi je ne le vois pas dans l'activité politique comme cela se doit. Boni Yayi est quand même le président d'honneur d'un parti qui se réclame de l'opposition. Il est président d'honneur, mais il tient un rôle peut-être de conseiller. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup vont sentir qu'il est isolé, c'est tout à fait normal. Boni Yayi n'est plus candidat à quelque chose, même si certains lui prêtent des velléités de vouloir se présenter aux élections. Moi, je pense que Yayi Boni, même si ses affidés, ses anciens collaborateurs ont intérêt à ce qu'il revienne au devant de la scène, il doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée. Cela ne sert à rien. Alors que vous avez fait 10 ans à la tête d'un pays, donner au pays presque tout ce que vous avez comme volonté, comme engagement, comme détermination. Il constitue aujourd'hui une caution morale pour les démocrates, je suis d'accord, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il se mettra au devant de la scène, le voir par exemple lors des prochaines élections, battre campagne ou bien sillonner encore des circonscriptions électorales au profit de cette formation politique-là. Je pense que Boni Yayi doit être au-dessus de cela, il doit être aujourd'hui quelqu'un qui, c'est-à-dire qui agit comme un conciliateur, en cas de crise, quelqu'un qui va réconcilier les gens, manager l'équipe, mais dans l'ombre. Mais s'il s'affiche, parce que Boni Yayi aujourd'hui, même si il s'affiche aujourd'hui aux côtés des démocrates, il est aujourd'hui le président d'honneur de cette formation politique. Boni Yayi aujourd'hui constitue une personne morale qui constitue un modèle pratiquement pour la population. Donc, une nouvelle trouvaille pour Boni Yayi à l'extérieur excite la politique au plan national? Pas du tout. C'est d'ailleurs la politique qui l'amène là où il est également. C'est la politique, c'est de la même politique qu'on parle. Moi, je voudrais simplement dire que Boni Yayi, c'est un homme avisé, un homme rationnel. On lui a proposé quelque chose. Et si tant est que Boni Yayi a envie d'animer la vie politique et surtout d'être présent pour les échéances électorales qui arrivent, il trouvera le moyen d'être présent. Ce n'est pas matière à l'occuper jusqu'à l'éloigner de ce qu'il prend pour un idéal. Si tant est que les démocrates, ce parti, il porte ce parti dans son cœur et qu'il a envie de s'investir pour ce parti, il le fera. Ce n'est pas la médiation qui l'empêcherait de le faire. Moi, j'en suis convaincu. D'ailleurs, pour la médiation, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent durer longtemps, mais il y a déjà un délai. Il y a un délai. Et son objectif, l'objectif qu'on lui a confié, la mission qu'on lui a confiée, c'est d'arriver à réussir cette mission dans le délai. Et il réussit sa mission dans le délai, mais il est là pour les élections. Rien ne l'empêche de venir battre campagne s'il le souhaite, puisqu'il est un homme politique. Et moi, je n'ai pas de gêne à ce que Boni Yayi soit sur le terrain. Il ne faut pas dire que pour ce qu'il a été dans le pays. Bon, compte tenu de son âge aussi, ce qu'il est. Il n'a pas besoin forcément d'avoir une aspiration pour un poste. Mais il peut être sur le terrain. Wait and see. Place maintenant à l'actualité hors de nos frontières. Interactu. Pascal Ansem Agueoundé, Blaise Compaoré de retour au Bercail après 8 ans d'exil, alors même qu'il est sous le coup d'une condamnation à perpétuité dans l'affaire Sankara. Vraiment, ça, je dirais que c'est une mission diplomatique qui a été conduite, je dirais, de main de chef par la Côte d'Ivoire. C'est clair qu'il est arrivé dans un avion présidentiel. Voilà, je ne vous apprends rien, il était en Côte d'Ivoire depuis, il arrive alors même qu'il sait qu'il arrive dans les mains
de la justice de son pays, puisqu'il a une condamnation en cours. Et c'est clair que tant que la condamnation n'est pas encore annulée, on peut le prendre à tout moment. Mais s'il a pu venir, ça veut dire qu'il y a des négociations en amont, forcément des négociations en amont. Je ne voudrais pas me mettre dans le secret des négociations en amont, même si on entend parler beaucoup plus du terrorisme, du djihadisme, qui a pris un peu d'ampleur au Burkina Faso, où depuis qu'il est parti, plus de 2000 personnes sont déjà décédées du fait de ce phénomène désolable qui nous atteint nous aussi aujourd'hui. C'est vrai, on entend dire également, on a vu d'ailleurs lors de sa présidence qu'il y a eu moins de scènes du genre et beaucoup de personnes, ils se sont sûrs qu'il aurait des contacts et qu'il aurait la main agile pour empêcher de telles choses et qu'on veut bien profiter de son réseau. Et on parle également d'unité nationale avec tous les anciens chefs d'État. Nous attendons de voir ce que cela va donner, mais toujours est-il que le droit a parlé et quand le droit parle, il faudrait éviter que les tractations politiciennes affaiblissent le droit parce que plus tard, c'est de ça qu'on se sert pour dire que tel régime a été partisan, tel autre ne l'a pas été. Par rapport à une question aussi forte, par rapport au procès de Sankara, que beaucoup de personnes ont attendu, ils ont eu la délivrance avec la fin de ce procès. Et maintenant, on commence déjà à prévoir, ça c'est déjà le présage d'une entente pour que la peine ne soit pas appliquée. Bon, les avocats de la famille Sankara ont appelé les autorités judiciaires à faire arrêter et à déférer Blaise Compaoré. Tout à fait normal. Et puis le retour de Blaise Compaoré dans un contexte où il est poursuivi, où il est sous le coup même d'un mandat d'arrêt international, c'est une injure à l'intelligence africaine. C'est une injure au peuple burkinabé à la limite. On a besoin on veut faire la paix, mais ne faisons pas la paix à n'importe quel prix aujourd'hui. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et Blaise Compaoré lui-même, je l'ai vu revenir au pays, mais vous le voyez même, c'est quelqu'un qui est soucieux. C'est-à-dire que il semble qu'il y a quelque chose qui lui pèse sur le cœur. Et dans ces conditions-là, je ne sais pas ce qui a traversé la tête des actuelles autorités du Burkina Faso, mais quelque part, son retour au pays intervient dans une ambiance totalement malsaine et puis ça n'a pas été du tout bien calibré. Vous voyez le tollé que ça suscite déjà. C'est fait sans aucune esthétique. On aurait pu trouver une meilleure formule, mais là, c'est comme si la justice n'existe pas dans ce pays, le droit est mort. Vous avez suivi l'avocat de Thomas Sankara, de la famille Sankara, qui a dit que franchement, c'est comme si on célèbre le deuil du droit et de la justice au Burkina Faso, le pays des hommes intègres qui se compromettent de cette manière-là, même si c'est au prix d'une certaine paix. Je pense qu'aucune paix ne peut prévaloir, n'est-ce pas, sur le droit, sur la justice divine. Alors pour la présidence actuelle du Faso, cette réconciliation ne saurait empêcher les poursuites judiciaires. Est-ce juste une formule diplomatique? Oui, forcément, c'est une formule diplomatique parce que je maintiens, pour qu'il soit arrivé, c'est parce qu'il y a eu des négociations en amont et certainement des promesses de laisser de côté d'abord la condamnation et de parler unité nationale. Certainement, parce que personne ne viendrait se jeter dans la gueule du loup et aussi innocemment. Encore quelqu'un comme Blaise Compaoré qui a eu le temps de s'exiler pendant 8 ans et qui sait ce qu'il attend. Surtout que la décision est toute fraîche, il sait très bien ce qu'il attend. Et s'il est arrivé, ce n'est certainement pas pour se rendre, ce n'est certainement pas pour ça. Et c'est là qu'il faut vraiment déplorer, comme l'a dit mon confrère Goubiyi, déplorer un peu l'attitude des dirigeants actuels du Faso. Je peux les comprendre. Le président Alassane Ouattara aussi, qui a joué quand même un grand rôle dans ce retour-là. On comprend quand même que c'est peut-être la crise actuelle qui est un peu insoutenable pour eux, mais ce n'est pas une raison pour bafouer la justice de leur pays, surtout un pays qui est dit intègre, qu'on connaît tous, et pour qui on porte cette valeur. Et il faut quand même que le président, en tout cas les dirigeants du Faso, revoient très vite la balle et sachent qu'il faut différencier politique, politicienne de la justice. La justice doit faire son œuvre et continuer de faire son œuvre. Dernière ligne droite de cette émission, les potins de la toile. Gabin Goubiyi, vous la connaissez certainement, il s'agit de Barbara Banda, footballeuse zambienne. Elle est également la meilleure buteuse de l'équipe féminine de son pays. Elle a été exclue de la CAN féminine 2022 pour des raisons médicales un peu curieuses.
on aurait relevé un taux de testostérone trop élevé dans son corps, un corps qui aussi serait trop viril. Vraiment, c'est un peu triste, hein, cette actualité. Je l'ai suivi. Je me dis, mais où étaient ces médecins ou ces organes qui sont chargés, n'est-ce pas, de procéder aux tests sur ces joueuses-là avant même la compétition? On l'a laissé peut-être jouer des matchs, des matchs éliminatoires jusqu'à venir à ce niveau-là. Elle a livré un premier match, elle a livré un deuxième match, même un troisième match. Je ne sais pas si c'est le volume de buts qu'elle a, le nombre de buts qu'elle a réalisé autour de la compétition qui a fait et que les projections braquées sur elle au point de la déclasser aujourd'hui, de penser qu'elle a un taux de testostérone assez élevé. Mais c'est tout à fait curieux quand même que dans le football, on trouve de ces stratégies, de ces subterfuges-là pour quand même détruire le niveau de la compétition. Vous voyez les conditions dans lesquelles cela a été fait, même les raisons n'ont pas été claires jusqu'à aujourd'hui. On se dit, mais là, peut-être une morphologie beaucoup plus masculine que féminine, mais c'est seulement au cours de la compétition qu'on découvre cela. Donc c'est tout à fait dommage, même si on doit quand même, il y a une part de mafia dans le football, qu'on le veuille ou non. Il faut quand même le faire avec une certaine éthique, avec de la manière. Quelque part là, je trouve que c'est une manière de mettre en péril les intérêts de son équipe, de l'évincer, n'est-ce pas, de la course au trophée. Et c'est tout à fait dommage selon moi. Alors, c'est quand même un collège de médecins qui a publié les résultats. Pascal Ansemageoundé, un mec derrière des attributs féminins. Certainement pas. Bon, en tout cas, les médecins ont encore du travail à faire. Il faut fouiller encore plus profond aussi, de savoir si c'est un mec ou pas. Mais de toute évidence, ce sont des choses que nous voyons. Vous savez, et même dans la vie courante, il arrive que nous rencontrions des hommes qui semblent un peu émasculés. On sent qu'ils sont un peu comme des femmes, qu'ils agissent comme des femmes, voilà, efféminés et tout. On voit également parfois des femmes qui ont une apparence d'homme. C'est des choses qu'on voit pour ce qui est du corps viril et pour ce qui est du taux de testostérone. Vous le savez également, ce n'est pas des trucs figés, ça dépend un peu de votre conduite, de ce que vous avez pris. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne. On parle également du corps viril. Voilà, oui, le corps viril, c'est de ça je parle, le corps viril, mais c'est peut-être sa morphologie. Et faisant mais elle n'a pas commencé à faire le football. Voilà. Maintenant, avec une activité sportive. Des Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, depuis ce temps, on l'a fait deux triplés. Oui, c'est déjà par là qu'elle s'est fait remarquer. Et vous voyez quelqu'un qui finit meilleure buteuse de la Ligue professionnelle en Chine et qui, bon, on entend déjà parler d'un transfert peut-être au Real de Madrid. Vous voyez, on se dit tout de suite, ça c'est un danger pour nos cages, pour les cages adverses. Donc c'est clair que les visages sont tournés vers sa personne et vers son profil. Et on va faire confiance à la CAF, à défaut de voir les tests et de les faire nous-mêmes. Les analyses peuvent aller en profondeur. Tout à fait, on attend de voir. Mais là, c'est dommage quand même. Vous savez, sa fédération se plainte de ce que, bon, le vedette du football masculin soit déclassé de la sorte. Du football féminin. Du football féminin, pardon. Même si on aborde ici un sujet un peu masculinisé, le football féminin soit déclassé de la sorte. On attend de voir si peut-être le recours qui vient d'être introduit aura un effet. Mais moi, je doute fort parce que vous avez parlé d'un collège de médecins, des médecins commis par l'instance continentale ayant en charge la gestion du football. Je ne pense pas encore que la compétition, il ne reste que quelques jours pour qu'on en finisse. Stop et fin du Club Média 7 de ce jour. Je le rappelle, j'ai reçu Pascal Ansemageoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci. Merci à vous. Également avec nous, c'était Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci Lénaïka Bazaou, merci Pascal. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous de la redivision pour le mardi à 22h30. À dimanche prochain.